Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le débrief du Grand Prix d'Argentine. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Top, flop, bilan des Bleus. Vous en avez l'habitude. On parlera également de la note du Grand Prix, les classements en fin de vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez rajouter toutes les notifications, ça c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks pour soutenir la chaîne. EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, c'est également sur Deezer, c'est également sur Amazon, c'est peut-être maintenant en ligne sur Google, j'ai pas vérifié. Ça marche peut-être enfin avec Google Podcast. Et puis, n'hésitez pas également à aller voir TikTok, notamment cette semaine avec le débrief tous les soirs de l'étape du Tour du Pays Basque. On commence tout de suite avec le Grand Prix d'Argentine. Circuit d'Argentine, bon, dont on avait fait la présentation à Termas Rio Hondo. Avec des bagarres notamment dans la grande ligne droite, hein, c'est l'une des plus longues lignes droites du championnat. Et puis bon, on a eu quand même moins de blessures ce week-end, même si on a perdu quand même Joan Mir qui s'est fait la cheville. On verra même s'il sera disponible pour Austin. Et puis avec des conditions changeantes pendant tout le week-end, qui n'était pas vraiment prévu. Alors le vendredi, c'était prévu qu'il y ait des orages, et en fait, le vendredi, le temps a été très sec, et ça s'est plutôt joué samedi, dimanche, où ça m'a un peu surpris par rapport aux prévisions météo que j'avais. Mais en Australie, ça a été la même chose, hein. J'avais prévu un temps plutôt sec, et il y a eu de la pluie qui n'était pas non plus indiquée. Donc ça a fait deux week-ends où je me suis raté sur la météo. Merci la chaîne météo. Et les conditions changeantes, vraiment difficiles de trouver des bons réglages avec ces conditions-là. On a roulé parfois sur le sec, parfois sur le mouillé. Une première journée sur le sec, une deuxième journée où la qualif était humide et ensuite c'était une piste séchante, et puis une course complètement sur la pluie, donc ça a été compliqué. Dommage qu'on n'ait pas eu beaucoup de pilotes. C'est vrai que ça m'a rappelé les mauvaises années du MotoGP 2011-2012 où il n'y avait personne sur les grilles de départ. Mais quand je dis à l'époque on regardait la moto sur Inter où il y avait vraiment personne sur les grilles de départ. Des fois c'était compliqué pour avoir 14 pilotes, 13 pilotes. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas l'avenir de la MotoGP. J'espère que voilà, on va garder tous ces pilotes-là. Mais forcément, hein, en augmentant le nombre de courses, tu augmentes le nombre de risques de blessures. Moi, j'étais pas pour les courses sprint, aussi pour cette raison-là. Et puis on a eu des belles découvertes. Il y a des choses intéressantes sur ce week-end, des coureurs qui se sont plantés. Enfin voilà, il y a eu du spectacle quand même sur ce week-end de course. Du côté de la note du Grand Prix, moi j'ai mis 13 sur 20. Alors même s'il y a eu de la bagarre, un petit peu, il m'a manqué une chose pour rentrer dans cette course. Peut-être de l'ambiance en tribune, parce que c'est vrai que le samedi, alors pour ceux qui ont vu la course sprint, il n'y avait pas grand monde dans les tribunes sur le circuit. Alors il faut rappeler aussi que l'Argentine est dans une situation économique qui est très mauvaise. Je rappelle que nous on a une inflation au niveau des produits alimentaires à 15, mais au niveau en France, au niveau, si on compte toute l'inflation, c'est 5,6, je crois 5,7, et au niveau des produits alimentaires c'est 15. En Argentine, c'est 100% d'inflation. Voilà. Donc, c'est un peu en dessous de 100%, mais voilà. Pour vous dire que les prix ont doublé en un an l'année dernière. Et autant vous dire que déjà qu'économiquement, le pays allait pas très bien. Malgré une victoire à la Coupe du Monde de foot, ça n'a pas réglé les problèmes. Et vraiment, le samedi, il y avait personne dans les tribunes. Le dimanche, il y avait plus de monde, même si c'était pas entièrement plein à certains endroits. Et c'est dommage, parce que l'Argentine est quand même un lieu de sport mécanique. Depuis très très longtemps, alors plus voiture que moto, mais voilà, c'est quand même un endroit des sports mécaniques. Donc ça, faudra voir également dans le futur, hein, parce que c'est vrai que si on compare au Grand Prix d'Australie de Formule 1 où il y avait 450 000 personnes sur tout le week-end, ou si on compare à ce qu'on aura certainement sur le circuit du Mans, là, c'était un petit peu en dessous quand même en termes de monde, donc c'était un petit peu tristoun sur cette course. Donc 13 sur 20 parce que aussi peu de bagarres le dimanche
Malgré tout, hein, le dimanche, enfin, il y avait un petit peu de bagarre quand même, hein, mais c'est vrai que la course était assez linéaire quand même. Heureusement qu'il y a eu le retour de Johan Zarco, ce genre de choses, mais tout le monde était à peu près à sa place, à part les deux pilotes Pramac qui sont remontés. Sinon, il y a eu quand même peu de dépassements sur ce Grand Prix où c'était compliqué de dépasser dimanche, hein, il faut le dire aussi avec les conditions climatiques. Et puis, forcément, quand vous avez que 17 pilotes sur la grille de départ, bah, vous pouvez pas avoir autant de bagarres que quand il y en a 22. Ça, c'est clair et net. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. J'ai envie de dire, c'est pas si mal pour Fabio Quartararo parce que quand on voit la situation dans laquelle il était euh, vendredi soir, avec une moto qui ne marchait pas, notamment sur les 10 dernières minutes de la P2, où il s'énerve complètement, il trouve pas la solution, avec un Morbidelli qui était certes plus rapide que lui, mais qui était que dixième à ce moment-là, 9 dixièmes, hein, Morbidelli. C'est vrai qu'on se disait pour Quartararo, tout ça sent le week-end à 0 points. Samedi déjà, il arrive à rentrer en Q2. Ce qui n'était pas si évident que ça, en plus avec la pluie. Parce qu'on sait que Fabio, sous la pluie, c'est pas le meilleur du monde. Il arrive à sortir un 10e temps, c'est pas exceptionnel, mais ça permet de te placer, pourquoi pas, pour des points lors de la course du lendemain. Et puis ensuite, il fait une course sprint sage où il prend un point, ce qui, j'ai envie de dire, est pas si mal, vu encore là où il était vendredi. Et puis dimanche, malgré le fait qu'il se retrouve à un moment avant-dernier de la course, juste devant Brad Binder, eh bien, il réussit quand même à s'en sortir le lendemain. Donc, enfin, il arrive à s'en sortir en fin de course en marquant des points. Donc, c'est pas si mal. En plus, c'est vrai que l'abandon de Pecco Bagnaia l'aide un petit peu pour rester, on va dire, au contact au niveau du championnat du monde. Et c'est vrai que cette 7e place lors de cette course longue, on va l'appeler comme ça, bah, ça lui permet de rester dans le top 10 du championnat, même s'il est à la porte du top 10. Et j'ai envie de dire, c'est quand même pas si mal pour le pilote français, parce que c'est vrai que la situation était vraiment pas évidente pour lui, et vraiment c'était pas simple, quoi. Vraiment, moi j'ai trouvé que vraiment vendredi il était dans une grande difficulté en termes de pilotage, il n'avait pas la solution, il savait pas quoi faire avec la moto. Ils essayaient de partir dans une voie, ils essayaient de partir dans une autre voie, ça marchait pas, plus d'un côté que de l'autre, donc c'était très 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 inquiétant. Et puis samedi ils ont peut-être réussi à trouver une solution, peut-être que la pluie aussi a aidé. Et ensuite, le week-end était un peu meilleur, même s'il faut quand même le notifier aussi. Il a fini derrière Morbidelli. Il est même derrière Morbidelli au niveau du championnat du monde. Et c'est vrai qu'après sa critique, on va dire, assassine à la fin du Grand Prix du Portugal, la relation entre les deux, je suis pas sûr soit au beau fixe. Et du côté de Morbidelli, ça va peut-être réveiller Morbidelli, mais bon, on va voir la situation dans les week-ends à venir entre les deux pilotes, parce que c'est vrai que la manière dont il a parlé de Morbidelli à la fin du Grand Prix, c'était pas forcément très intelligent de sa part, je trouve. On passe à Johan Zarco. Très bon début, très bonne course. Après, l'Argentine, ça lui a toujours réussi. C'est une piste où il a toujours réussi à être performant. Alors c'est dommage la course du samedi, parce que c'est vrai que vendredi, les chronos étaient pas mal avec la moto. Alors on sentait qu'il en manquait encore un petit peu pour aller chercher la gagne, mais voilà, c'était pas mal. On se disait le podium est totalement réalisable pour les deux courses. Et puis samedi, il passe complètement à travers. Pendant toute la journée de samedi, il trouve pas la solution. La course la course sprint, pardon, est vraiment un enfer pour Johan Zarco, qui prend pas un super départ et puis qui vraiment trouve pas la solution pendant la course, qui marque pas de points. Je crois qu'il finit 13e de tête. Et c'est vraiment une course qui est très compliquée. Et puis par contre, dimanche, avec la pluie, on l'a retrouvé. Alors oui, il a eu un passage à vide pendant le Grand Prix, c'est dommage, pendant 4-5 tours. Il n'arrive pas à trouver le rythme parce qu'il prend quand même un bon départ, il était 5e. Puis ensuite, il perd des positions, il se retrouve quasiment 10e. Puis ensuite, il va faire son énorme remontée. Et tu te dis, il finit à 5 secondes de Bezzecchi. Alors Bezzecchi est intouchable. Mais c'est vrai qu'il aurait peut-être pu avoir une course
un peu plus difficile. Bezzecchi, il aurait peut-être pu un peu plus lui mettre la pression. Et puis, par rapport à la course sprint aussi, il y a un peu de frustration parce qu'il pourrait être un peu plus près au niveau du championnat du monde de Bezzecchi. Du côté de Johan Zarco. Mais je dirais que là encore, le week-end est pas mal. Après, on sait que Johan, sur la première partie de saison, il est toujours très fort. Et souvent, à partir de Hassan, ça se complique un petit peu. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Surtout qu'après Hassan, ça sera le Kazakhstan sur une nouvelle piste. Alors, on ne sait pas trop encore la situation. Parce que, bon, le Kazakhstan, c'est un petit peu compliqué. Il y aura l'Inde également. Là aussi, c'est pas encore fait. Mais c'est vrai que la deuxième partie de saison est toujours un petit peu plus compliquée pour Johan Zarco, surtout cette tournée outre-mer. Donc on espère que ça ira un peu mieux pour le pilote français, qu'il arrivera à faire une saison plus constante que d'habitude et surtout réaliser une meilleure fin de saison, parce que c'est vrai que l'objectif de se placer 3e ou 4e dans le championnat du monde, ça peut être intéressant pour lui, et puis ça pourrait peut-être lui permettre d'aller chercher une victoire sur la fin de saison. On poursuit après Johan Zarco avec Tech 3 rapidement. Il n'y avait qu'un seul pilote, Paul Espargaro est en convalescence. On a appris qu'il y aurait Jonas Folger qui serait au départ du Grand Prix d'Austin. Ça ne va pas être facile pour Jonas Folger, mais on sait qu'il connaît le team d'Hervé Poncharal. Et puis il y avait Augusto Fernandez, 11e place le dimanche sous la pluie. Moi, je dirais que c'est pas mal, surtout qu'il finit devant Nakagami, il finit devant Alex Espargaro également, devant également Raúl Fernandez aussi. Donc c'est vraiment une belle course devant les Aprilia, devant Raúl Fernandez donc sur la Aprilia RNF. C'est plutôt une belle satisfaction. Voilà, pour le pilote espagnol, que ça continue comme ça, voilà, ça fait 2 courses dans les points. Alors certes, à Portimao, il y a eu beaucoup d'abandons, ce qui lui ont permis d'entrer dans les points, mais là, il a réussi à s'en sortir comme un grand, donc vraiment une belle course de la part de Augusto Fernandez. On va voir comment ça va se poursuivre sur le reste de la saison pour le pilote espagnol, et puis on suivra Tech 3 bien entendu du côté d'Austin. C'est la première course, prochaine course, ça sera dans 15 jours. On passe tout de suite au pilote au top. Du côté de pilote au top, je commence avec la grosse performance du week-end, c'est Bezzecchi. Autant c'était Banaya qui avait été dominateur du côté du Grand Prix du Portugal, et autant Bezzecchi a été quand même dominateur du côté de l'Argentine. Il est tombé sur un grand Brad Binder le samedi, mais en sachant que sur les 3-4 premiers tours de course, il était un petit peu englué dans le trafic. Peut-être que s'il n'avait pas été englué dans le trafic, il aurait pu gêner un peu plus Brad Binder. Et puis dimanche, démonstration, il colle vraiment une branlée à tout le monde, on peut le dire, parce qu'il a été vraiment impressionnant. 4 secondes sur Johan Zarco, mais en sachant que sur la fin il ralentit quand même le rythme, et que Johan était très très fort sur la fin de course, mais pendant longtemps il avait 7 secondes 5, 7 secondes 6 d'avance. Il a 2 secondes 7 au bout de 10 tours de course. Voilà. Donc il était vraiment sur un autre monde, Marco Bezzecchi. Il était très très impressionnant sur ce Grand Prix, vraiment intouchable sur cette course, devant Johan Zarco et Alex Marquez. Et moi, ce que j'ai aimé du côté de Bezzecchi, c'est que parfois, quand vous avez dominé sur le sec, enfin sur une course séchante, et que vous avez une course le lendemain sur le mouillé, parfois vous paniquez parce que le mouillé, ça demande un peu plus d'expérience, et parfois vous faites pas des choses correctement, vous faites des erreurs, et là, lui, il a été d'une tranquillité, il est resté calme, il est resté concentré. Parce qu'aussi, je me disais à un moment, il a 7 secondes 5 d'avance. C'est le genre de situation où le pilote de tête peut se déconcentrer parce qu'il a personne qui arrive à le suivre. Mais il est resté à aligner les tours chrono, un petit peu, à aligner les très très bons tours, pour rester dans le rythme, sans prendre trop de risques non plus. Et ça lui permet d'être à l'arrivée. Il fallait en plus être performant parce que 45 minutes de course, c'était un long Grand Prix du côté de l'Argentine, avec les conditions humides. Il a réussi à très très bien tenir, à rester extrêmement calme. Il y a des pilotes comme ça qui vont mieux s'en sortir que d'autres sur les courses sprint. Et peut-être que Bezzecchi, ça va être le cas.
peut-être que les courses sprint vraiment vont l'aider du côté du pilote italien, mais qui a fait vraiment une excellente course. Vraiment, il était très très performant, donc chapeau Monsieur Bezzecchi. Et puis, on espère que ça va continuer parce que ça va nous mettre un petit peu d'animation, peut-être sur cette première partie de saison avec Bezzecchi, avec Banaya, avec peut-être le retour également de Bastianini. Avec Johann Zarco, et ça peut peut-être équilibrer les chances de titre pour un peu tout le monde, et puis ça peut peut-être permettre à des pilotes qui pour le moment n'ont pas une super moto de rester dans le match. Je pense à Fabio Quartararo, mais on pourrait penser peut-être aux Aprilia qui doivent encore peut-être peaufiner certains types de réglages dans des conditions difficiles. Ça peut être vraiment une très très bonne chose. Et puis on poursuit du côté des pilotes au top avec Morbidelli. Retrouver Morbidelli. Alors je ne sais pas si ce sont les propos de Fabio qui ont vraiment changé quelque chose dans sa tête. Peut-être que c'était juste le circuit de Portimao qui lui convenait pas et que là sur cette piste-là, ça a bien fonctionné parce qu'avec des conditions qui n'étaient pas faciles, changeantes, il a réussi à mieux s'en sortir parce que ça fait depuis quelques temps qu'il essaye de trouver du rythme et qu'il arrivait jusqu'à maintenant pas à trouver du rythme. Mais c'est vrai que du côté de Franco Morbidelli, ça faisait depuis très 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 longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau-là et ça fait du bien parce que c'est un bon pilote Morbidelli. Faut pas croire quand tout le monde a l'impression de dire ce pilote-là, il est nul à chier. Pas du tout. Franco Morbidelli, c'est un pilote qui est très très performant depuis longtemps. C'est un pilote qui sait faire. Franco Morbidelli. Certes, Fabio était devant lui lors de leur année chez RNF. Mais bon, il avait réussi des belles performances, notamment Rérez. Il était dans le coup. C'est juste qu'il était tombé sur un très grand Fabio Quartararo. Sur sa deuxième année chez RNF, il avait fait vraiment de très très bonnes choses sur la première partie de saison. Bon, ensuite, il a eu cette blessure au genou et c'était depuis cette blessure au genou où on ne le voyait plus du côté de Morbidelli. Mais ça reste quand même un bon pilote. C'est pas un branquignol qu'il a à côté de lui, Quartararo. J'ai pas aimé les propos, je vous le dis, de Fabio Quartararo ce jour-là. Là, Morbidelli, il a été très fort. Alors, peut-être qu'il a trouvé des solutions sur la Yamaha que n'a pas trouvé Fabio Quartararo. Peut-être que les conditions difficiles, comme il n'arrive pas à être à l'aise avec sa moto, quand c'est des conditions difficiles, c'est peut-être un peu plus facile pour lui. Est-ce que ça sera le coup d'une seule course, enfin d'un seul week-end, ou est-ce qu'il arrivera à reproduire ça à Austin et un peu plus tard dans la saison sur des pistes où on a un peu plus d'adhérence? Ça, il faudra suivre le reste du championnat du monde. Mais on voit très bien que c'est pas un mauvais pilote. Alors par contre, c'est un peu comme Viñales, c'est pas des pilotes qui sont très très bons en peloton, Morbidelli et Viñales, parce qu'ils ont tendance à souvent écarter leur trajectoire. Et là, notamment, le dépassement que fait Johann Zarco, bon, ça n'a pas été compliqué. Même s'il l'a dit en interview, il fallait dépasser Morbidelli et Marquez. Ça a été un peu plus facile qu'avec Alex Marquez face à Morbidelli parce que vraiment il a opposé quasiment aucune résistance, mais en même temps pour Morbidelli finir 4e d'un Grand Prix ça lui était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Donc je crois qu'il avait vraiment envie d'apporter des points importants pour Yamaha et puis ce sont des points importants pour le championnat constructeur pour Yamaha parce qu'ils permettent de finir devant KTM, de finir également devant Aprilia et Honda au niveau du championnat du monde des constructeurs. Donc c'est vraiment important pour Morbidelli. Et puis c'est le premier pilote avec une moto japonaise et puis le premier pilote Yamaha, donc devant son équipier. Donc, forcément, c'est pas un mauvais week-end de course pour Franco Morbidelli, qui s'en est très très bien sorti, mais qui a fait un week-end solide. Et puis je termine avec Alex Marquez, là aussi très bon début de saison d'Alex Marquez, il avait fait 5e du premier Grand Prix et du côté de Portimao, il avait marqué 1 point sur la course sprint, là il fait 3 et 5 du côté de la course longue, 3e de la course longue, 5e de la course sprint, et surtout il retrouve enfin le chemin du podium, il s'est adapté tout de suite à cette Ducati. Il s'en sortait pas sur la Honda. Et puis je pense que l'idée de le mettre directement dans le team officiel dès la première année, avec son frère comme équipier, c'était la pire idée du monde. En plus, c'est pas de peau, c'est l'année où son frère se blesse dès le premier Grand Prix. Avec la Covid en plus, ça n'a absolument pas aidé Alex Marquez pour démarrer dans la catégorie reine. Ensuite, il est allé chez LCR.
Mais ça fait quand même depuis quelques temps que LCR, ça végète un petit peu dans le milieu de classement, qu'ils ont du mal à être performants. Malgré tout, il n'arrivait pas à s'en sortir face à Nakagami et il était vraiment très très irrégulier. Et c'est vrai qu'avant son arrivée chez Ducati, moi j'ai même critiqué le choix de Gresini de prendre Alex Marquez. J'avais dit, je suis pas convaincu qu'Alex Marquez il a encore un potentiel pour la Moto Grand Prix. J'avais dit il a mis beaucoup de temps avant d'être champion Moto 2. Sa dernière partie de saison en Moto 2 avait été extrêmement compliquée. Ça, il s'impose sur le fil pour le titre, mais vraiment, notamment Brad Binder était revenu extrêmement fort sur lui en fin de championnat. Il n'y avait plus beaucoup de points d'écart, donc ça avait été très compliqué pour le pilote espagnol. Et moi, je me disais, Ducati, enfin Gresini, ils auraient peut-être mieux fait de prendre Miguel Oliveira, mais Miguel Oliveira avait choisi d'aller chez RNF. Je m'étais dit, c'est surprenant de la part de Gresini. Oui, mais je pense que pour Alex Marquez, c'est un excellent choix par contre. Ça lui permet d'être dans une structure peut-être un peu plus petite, un peu plus familiale. J'ai l'impression qu'on vit bien chez Gresini, voilà, qu'il y a une bonne ambiance chez Gresini. Et puis, eh bien, c'est un pilote qui peut mettre en place son pilotage, qui est le leader de l'équipe également. Di Gianantonio est le numéro 2 au niveau pilote. Et puis, il va continuer à être numéro 2 parce que, il prend que la 10e place, même s'il fait un bon début de course, Di Gianantonio. Et du côté d'Alex Marquez, ça fait du bien de le revoir aux avant-postes parce qu'on sait qu'il est capable d'être performant dans des conditions difficiles. Ça l'avait déjà prouvé avec la Honda, mais il était inconstant, il faisait des erreurs. Et cette équipe, ça peut vraiment lui redonner de la confiance, comme quand Johann Zarco était allé. Alors à l'époque, ça s'appelait comment C'était pas VR46, c'était. Merde, j'ai oublié le nom de l'équipe espagnole, dans laquelle il était reparti avec la Ducati. Avec certes une Ducati ancienne, mais ça lui avait permis de retrouver de la confiance à ce moment-là, Johann Zarco, après le passage KTM, qui avait été extrêmement difficile pour lui. Et je pense qu'Alex Marquez, il peut nous faire un petit peu comme Johann Zarco cette année-là, c'est-à-dire retrouver vraiment de la confiance dans son pilotage, retrouver des sensations, et puis pourquoi pas viser un bon classement l'année prochaine. Je pense que cette année, parfois, il fera des erreurs, parce que la Ducati, elle n'est pas si facile que ça quand même à prendre en main. Mais ça peut vraiment lui redonner de la confiance à Alex Marquez pour la suite de sa carrière, et ça peut être vraiment un second souffle pour la suite de sa carrière. Je m'explique, vous entendez les oiseaux depuis tout à l'heure qui ont envie de s'amuser, et comme j'ai laissé la porte ouverte, donc c'est pour ça que vous les entendez. Bon, ça fait un petit peu d'animation dans cette vidéo. Du côté donc d'Alex Marquez, voilà une très très bonne course de la part du pilote espagnol qui a vraiment fait du bon travail lors de ce week-end. Donc bravo monsieur Marquez. Et puis il a sauvé la patrie Marquez. Il était, je pense, soutenu par son frère aussi. C'est peut-être lui qui va finir devant son frère au championnat du monde des pilotes. Ça peut arriver parce que chez Honda, on est un petit peu quand même dans le flou pour le moment. Alors que la Ducati, elle marche quand même pas mal. On l'a vu également avec Marco Bezzecchi du côté de la VR46. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On poursuit avec les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Aprilia. Week-end frustrant pour Aprilia. Ils étaient excellents vendredi. Vraiment vendredi. Je me dis, les deux pilotes, Vignales et Espargaro. Vignales était encore un petit peu devant Espargaro et je me dis, à ce moment-là, ils vont nous refaire le même week-end que l'année dernière. C'est-à-dire vraiment un week-end où ils vont être dominateurs. Et avec la course sprint, la course longue, j'étais déjà en train de me dire, au niveau des championnats, ça va être intéressant, notamment du championnat par équipe, ils peuvent prendre la tête, mais aussi peut-être sur le championnat pilote, où Aprilia peut vraiment réduire son écart par rapport à Banaya. Et puis du côté d'Aprilia, à partir de samedi, il n'y a plus rien vraiment qu'à marcher. Les qualifs sont bien, mais par rapport à la performance qu'ils avaient vendredi en P2, c'était moins intéressant. En course sprint, ils perdent des places pendant toute la course. Et puis le dimanche sous la pluie, là ça a été vraiment une catastrophe. Ils n'avaient vraiment pas de rythme. Alors ils ont tenu 5-6 tours, on va dire, et puis après ils ont pris l'eau complet. Ils finissent 12 et 13 avec Vignales qui est quand même encore devant Espargaro. Maverick Vignales, voilà 12e pour Vignales, et pour aller chez Espargaro c'était seulement 15e,
de cette course où vraiment ça a été l'enfer. Mais Espargaro avait une course sprint déjà compliquée. Maverick Viñales, il avait réussi à sauver des points. Alors Viñales, au départ, on peut se dire sous la pluie, c'est pas forcément le mec qui bagarre le plus, hein, Viñales en peloton. Il aime plutôt partir devant et un peu comme Fabio et pas avoir trop de monde autour de lui. Mais du côté d'Alex Espargaro, vraiment même en bagarre, il s'en sortait pas hein, du tout le pilote espagnol, alors que pourtant l'année dernière, c'était là où c'était imposé. Donc c'est assez difficile à comprendre du côté des Aprilia. Alors est-ce que c'est les conditions fraîches que n'aime pas cette moto? Mais dans ce cas-là, ça peut être difficile sur certaines pistes. Est-ce que c'est la pluie? Il n'arrive pas à trouver d'adhérence sous la pluie par rapport à d'autres motos. Ou est-ce que tout simplement c'est sur cette piste-là que ça n'a pas marché dès que les conditions étaient un peu plus fraîches. Mais comme le vendredi ça marchait bien, je me dis que c'est peut-être les conditions fraîches qui sont difficiles pour cette moto. Peut-être que voilà, on a du mal à chauffer les pneus, à utiliser le potentiel des pneus dans ce genre de situation. Mais c'est vrai que c'est dommage pour l'Aprilia parce qu'au final, ils réduisent pas vraiment l'écart par rapport au championnat constructeur. Par rapport à Ducati, même Aprilia leur passe devant. Et puis au niveau du championnat par équipe, bah là aussi, hein, il y a d'autres équipes qui leur passent devant et réduisent pas vraiment l'écart par rapport à ces équipes-là. Donc c'est un petit peu dommageable pour l'équipe sur cette course. Donc voilà, on aurait aimé un peu mieux de la part d'Aprilia. Mais là, à partir de samedi, ça n'a pas marché. Il va falloir comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai que déjà l'année dernière à Aprilia, notamment sur la tournée Outre-mer, cette moto avait été en grande difficulté sur la fin de saison. Vraiment, ils ne trouvaient plus vraiment la solution pour rentrer dans le top 10 même de certaines courses. Sur toute la dernière partie de saison, ça avait été compliqué. Mais en même temps, notamment l'Australie, notamment Valence, ce sont des pistes où il fait souvent pas très chaud. Donc c'est peut-être les conditions fraîches que cette moto n'aime pas. Ou sinon, c'est peut-être juste de la malchance sur ce Grand Prix d'Argentine, mais ça permet de comprendre que du côté d'Aprilia, on a encore du travail de développement à faire. Du côté de Banaya, c'est dommage parce que le week-end était plutôt solide jusqu'à sa chute, mais la chute le coûte extrêmement cher. Je dis que c'était un week-end plutôt solide parce que c'est pas une piste qu'il affectionne, Banaya. Donc c'était un peu comme Fabio Quartararo. Oh, c'est pas si mal. La course sprint, il prend quelques points. Il profite du fait que les Aprilia sont un petit peu en difficulté. Voilà, il fait une petite remontée. Donc là, je me disais à ce moment-là, oh, c'est peut-être intéressant. Il va peut-être nous faire une belle course. Il peut peut-être faire une belle remontée. Et puis, lors de la course longue sous la pluie, il s'en sort extrêmement bien dans ces conditions-là. Et puis, en plus, il prend du rythme au fur et à mesure. Et là, on se dit, il vient de dépasser Alex Marquez. Il a créé un petit écart avec Alex Marquez. Bon, il a fait le plus dur, maintenant il faut arriver sur la ligne d'arrivée. Zarco est en plus un peu plus loin derrière, donc Zarco normalement ne devrait pas remonter sur lui. Et puis le crash, et le crash un peu bête, cette perte de l'avant, certainement par déconcentration de la part de Banaya, et puis c'est depuis longtemps qu'il n'avait pas fait ça. Ces erreurs de déconcentration, c'était des erreurs qu'il avait commises. Même l'année dernière, il n'en avait pas fait beaucoup sur la première partie de saison. C'était des fois plus du surpilotage que de la déconcentration. Je pense qu'il faut plutôt revenir à il y a 2 ans. Oui, quelquefois, il faisait ce type d'erreur de déconcentration, ce qui avait permis à Fabio de conserver un petit peu d'avance en fin de championnat par rapport à Banaya. Mais l'année dernière, on se souvient notamment à Misano, c'était Marini ou Bezzecchi, je crois que c'était... Non, c'était Bastianini, pardon, qui était derrière lui pendant 20 tours. Il avait très bien résisté à la pression. Enfin voilà, il faisait plus ce type d'erreur depuis longtemps, Banaya. Il est retombé un petit peu dans ses travers. C'est dommage parce que il pouvait prendre un petit peu de marge sur certains de ses adversaires au championnat, notamment sur Fabio, mais également sur Zarco et sur les pilotes Aprilia. Et puis, au final, c'est pas une mauvaise opération non plus. Il est toujours deuxième du championnat du monde, mais il prend pas d'avance. C'est dommage de rater cette opportunité de marquer des gros points. Après, on sait que Banaya, il est capable d'avoir 4-5 résultats en dehors de points. Il peut encore être champion du monde parce qu'il a une vitesse pure assez incroyable. Mais du côté d'Austin, c'est pas toujours facile pour Ducati, donc on verra comment ça se passera. Du côté du circuit des Amériques, ça sera encore une fois dans 15 jours. Et puis je termine avec Nakagami. C'est compliqué Nakagami, très très compliqué je trouve. Déjà parce qu'au championnat du monde, il est quand même derrière Alex Rins.
alors qu'Alex Rins ne connaît pas la moto, il vient d'une Suzuki qui était quand même une moto facile d'utilisation, alors même si c'est Alex Rins qui est un bon pilote, et c'est vrai qu'en plus j'ai envie de dire ce format course sprint, course longue le favorise, parce que lui c'est souvent en qualification où il a un manque de performance. En course, il est très bon, c'est un pilote qui est capable de faire des belles remontées, mais il est quand même sur une moto inédite qui n'est pas facile à piloter, et pourtant, il a déjà quasiment le double de points de son équipier au championnat du monde. Et surtout, là encore une fois, pendant tout le week-end, Nakagami il est en retrait. Ça commence à être inquiétant parce que Nakagami, on sait qu'il a sauvé sa place pour pas grand-chose l'année dernière. On sait qu'on réfléchissait à mettre Ayogura, notamment du côté de cette moto-là, qui est importante pour les Japonais, hein. La moto Idemitsu, c'est un sponsor japonais, hein, Idemitsu, et c'est une moto qui est vraiment financée et qui aide beaucoup l'équipe LCR. Et on sait que c'est une moto qui permet à Honda de tester des jeunes pilotes japonais, parce que l'objectif un jour pour Honda, c'est de remettre des pilotes japonais dans l'équipe officielle. C'est pas que de mettre des pilotes espagnols. Et du côté de Nakagami, on sait très bien qu'il a peut-être raté sa chance. C'est-à-dire qu'en 2020, il y avait peut-être la possibilité de se montrer pour un team officiel. Et puis, il a fait quand même quelques erreurs dans la saison. Il n'avait pas pris de podium non plus, ni de victoire. Et je pense que le fait de pas avoir réussi à faire ça en 2020, ensuite derrière, la Honda s'est encore dégradée. Il comprend plus comment fonctionne la Honda. Et puis là, il tombe en plus sur un gros équipier. C'est vrai que l'année dernière, Alex Marquez, il était en grande difficulté sur cette moto, mais Alex Rins, il a l'air d'avoir compris quand même certaines choses, et tout de suite, il est en difficulté. En plus, l'attaque kamikaze sur Fabio Quartararo, moi je trouve qu'il a été un petit peu chanceux de ne pas prendre une petite pénalité quand même, parce que je trouve que l'attaque n'est pas très intelligente et qu'elle coûte beaucoup à Fabio Quartararo. En plus, pendant la course, qui repart dernier à cause de cette erreur, avant-dernier à cause de cette erreur. Et puis il n'a pas existé tout le week-end. Il a du mal à finir, il finit difficilement devant deux Aprilia, alors que les Aprilia étaient nuls par ce week-end. Donc faut se remettre en question, je pense, du côté de Nakagami, sinon la fin de saison risque d'être compliquée. On regarde tout de suite les différents classements au championnat du monde. Le classement pilote, Marco Bezzecchi en tête avec 50 points devant Banaya 41 points. On retrouve ensuite Johan Zarco, premier français, 35 points. Alex Marquez, Maverick Viñales, Jack Miller, qui est toujours quand même rapide. Jorge Martin, Brad Binder, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo est 10e avec 18 points, pardon. Et puis parmi les pilotes qui font pas un grand début de saison, Nakagami, on pourrait dire Di Gianantonio, ou encore Raúl Fernandez qui a changé de moto, mais qui ne s'en sort toujours pas. Malgré la RNF. Du côté du championnat du monde des constructeurs, Ducati est en tête avec 71 points. Forcément, avec Moto, c'est un petit avantage. Devant KTM, ça c'est la bonne surprise. Aprilia 3e et puis Yamaha 4e, mais qui n'est qu'à 11 points de KTM. Et puis Honda 5e. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour la deuxième équipe japonaise. Heureusement qu'il y a même Rins pour marquer des points. Et puis du côté du classement par équipe, c'est la VR46 qui est en tête avec 8 points d'avance sur Pramac. Red Bull est ensuite 3e, mais quasiment déjà à 20 points de la VR46. Aprilia, Ducati, qui fait la mauvaise opération du côté du championnat constructeur. Et puis on retrouve ensuite Gresini, Yamaha, LCR, Honda. Gaz qui est 10e et RNF qui est 11e. Là aussi, le fait d'avoir perdu Miguel Oliveira, premier week-end avec un double abandon, ça n'a pas aidé l'équipe malaisienne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je rappelle que le prochain Grand Prix, donc c'est le Grand Prix du côté des États-Unis. Ça sera donc le 16 avril, donc dans 15 jours. Et puis on se retrouvera ensuite pour le Grand Prix de Jerez, qui arrive plutôt tard cette année. Le Jerez arrive fin avril au final, alors que c'est vrai que des fois Jerez c'était vraiment fin mars, début avril. Donc peut-être qu'on aura des conditions un petit peu plus chaudes sur cette piste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.